va. Bonjour. Alors, ça va, ouais. Alors, au niveau des nouvelles... Ben là, on était devant la basilique Saint-Denis, hein, Ouais. jusqu'à Louis XVI, jusqu'à la Révolution. Les rois de France ont été enterrés là. Hein. Ouais. À la Révolution, tout a été saccagé, cassé, détruit. Mais jusqu'à la Révolution, les rois de France étaient enterrés là, devant à la basilique Saint-Denis. Et Louis XIV, qui a été le roi de France le plus puissant de l'histoire de France, a été enterré de nuit, tellement qu'il était impopulaire. Hein. À cause de ces guerres, il devait sans cesse lever des impôts, le peuple n'en pouvait plus. Louis XIV, c'est quand même le roi qui a représenté la France dans ce qu'elle avait le plus puissant. À l'époque, la France dominait le monde. Louis XIV a été enterré de nuit, exprès, parce que tellement qu'il était impopulaire. Voilà. Ouais. Voilà. Sinon, ah oui, alors, sur la drogue, parce qu'on parle énormément de la drogue en France. Hein. Les juges mexicains ont dit que la France risquait de devenir un état de narcotrafiquants. Donc, qu'avait dit Place Jean Marais que la drogue avait envahi maintenant toutes nos villes, hein. Les moyennes villes, les grandes villes, et que même nos campagnes. Je t'avais dit que l'humoriste Patrick Sébastien, à la télévision, dans l'émission L'invité sur TV5, avait dit « Chez moi, dans le Lot, la drogue est partout. Chez moi, dans le Lot, la drogue est partout. » Alors le Lot, je connais, c'est un département magnifique, mais c'est la race campagne. Hein. Comment la drogue peut être partout dans le Lot? Il y a eu une deuxième déclaration cette semaine, du même tonneau, incroyable, stupéfiante, c'est qu'elle le dire, de la part de Guy Novès. Guy Novès, c'est un grand entraîneur de rugby, qui est à la retraite maintenant, il a 70 ans, mais il a entraîné pendant des années le Stade Toulousain et a obtenu de nombreux titres. Hein. Il a un gros palmarès, champion de France, etc. Il a déclaré dans une interview, la drogue s'est installée à tous les niveaux dans le rugby et pas que les drogues douces. Je répète que ça fait la une des médias d'ailleurs. Guy Novès a dit, la drogue s'est installée à tous les niveaux du rugby et pas seulement les drogues douces. On a un problème de drogue immense en France. Hein. La drogue est partout, dans tous les milieux. Ça ne concerne pas que le spectacle ou la musique comme autrefois. Hein. La drogue est partout, dans tous les milieux. La finance, la politique, le sport, je sais pas, moi je dirais l'immobilier, pauvre, riche, la drogue, elle est partout. Et il y aurait 5 millions de Français qui consommeraient de la drogue. Pas forcément tous les jours, pas forcément de la drogue dure, qui consommeraient de la drogue tous les jours. 240 000 personnes vivraient du trafic de drogue. Pas forcément totalement, partiellement, mais et dont 21 000 à plein temps. Voilà. Donc la drogue génère des sommes d'argent extrêmement importantes en France et dans le monde. Et il faut bien que cet argent se recycle dans le circuit normal. Et il se recycle dans le circuit normal. Hein. Voilà. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Voilà. Ouais, donc une économie parallèle, quoi. Oui, voilà. Voilà. Par contre, le jour où ils supprimeront le cash, si oui, on avait parlé, je ne sais pas. Ça compliquera leur affaire, quoi. Bah oui, je ne sais pas ce qui se passera à ce moment-là, parce que ça va compliquer complètement leur business. Est-ce que le trafic de drogue ne sera pas alors géré par l'État d'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas. Avec un suivi médical, j'en sais rien du tout. Mais ça va compliquer le business de la drogue, c'est sûr et certain. Mais il va se poser un autre problème. Tous ces gens qui vivent du trafic de la drogue, de quoi ils vont vivre s'ils peuvent plus vendre de la drogue. Hein. Mais en face, évidemment, il y a une demande folle. Hein. Mais ça, c'est... Les États-Unis, c'était comme ça il y a quelques années. Et ben, c'est venu chez nous. Hein. Voilà. Parce que l'espérance de vie recule aux États-Unis à cause de la malbouffe et de la drogue. Hein. Il y a des nouvelles drogues sans arrêt, de moins en moins chères et de plus en plus agressives. Hein. Voilà. Voilà. Alors oui, puisqu'on a changé complètement de sujet, c'est un peu délicat de parler de ça, mais j'entends ici dans la manif parler de la guerre prochaine en Ukraine. Alors, je t'ai toujours dit que j'y croyais pas, moi, la guerre, parce que je ne crois pas que les États-Unis, moi je suis allé aux États-Unis, je connais leur mentalité, ils vivent centrés sur eux-mêmes, hein. Le monde entier, ils s'en foutent. Je vois mal quand même le pouvoir politique aux États-Unis gérer comment dirais-je, aller envoyer des hommes là-bas et risquer la vie de ces GI pour un territoire qui est quand même très loin de chez eux, même s'ils y ont des gros intérêts en Ukraine, hein, faut pas se leurrer. Je ne vois pas les États-Unis risquer la vie de leur GI en Ukraine. Personnellement, j'y crois pas. Et si les États-Unis
n'envoie pas des hommes en Ukraine. Beaucoup de pays européens qui copient les États-Unis n'enverront pas leurs hommes combattre en Ukraine. Peut-être que Macron le fera, mais il est complètement taré ce garçon. Hein. Tu as bien vu les récentes déclarations qu'il a faites sur les dirigeants haïtiens. C'est une bande de cons qu'il a dit, enfin, publiquement, enfin vraiment. Bref, parlons pas de Macron parce que là, on est dans la maladie mentale. Hein. Voilà. Donc je ne crois pas à une guerre en Ukraine. Mais alors oui, ce que je voulais te dire, Fredo, si demain il devait y avoir une guerre, une mobilisation, ce en quoi je ne crois pas. Il faut voir l'état de l'armée française. Hein. Dans les grands services d'espionnage mondiaux, on dit que l'armée française est très bien équipée pour une guerre qui ne dépasserait pas 4 ou 5 jours. Hein. C'est Éric Zemmour qui l'a dit un jour, mais bon, ça se sait. Hein. Voilà. Donc, si demain il devait y avoir une mobilisation générale, je lis sur les réseaux sociaux des gens qui disent « je n'irai pas combattre ». Mais on n'a pas le choix dans ces cas-là. Mon père a fait la guerre d'Algérie, il ne voulait pas y aller. Par bonheur, il n'a tué personne, mais il ne voulait pas y aller, il a été obligé d'y aller. Hein. Mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale, il ne voulait pas y aller. Lui, malheureusement, il a dû tuer 2 Allemands. Il m'a dit un jour, c'était eux ou moi. Je n'avais pas le choix. C'est une horreur, la guerre. Mon grand-père n'a pas eu le choix, il a été combattre pendant la Deuxième Guerre mondiale. S'il devait y avoir une mobilisation, quand je lis sur les réseaux sociaux, moi je n'irai pas, mais les flics et les gendarmes vont venir les chercher chez eux. Hein. C'est sûr qu'on va pas leur demander poliment d'y aller, quoi. Voilà. Ouais. Et puis en plus, il faut avoir le bourrage de crâne qui ira au niveau des médias. Hein. Il y aura un tel bourrage de crâne que les gens se sentiront poussés d'y aller. Mais de toute façon, avec le fusil dans le dos, tu y vas, quoi. Hein. Comment ? Avec le fusil dans le dos, tu y vas, quoi. Faut pas croire que ces gens-là pourront rester chez eux en disant « moi je ne vais pas ». Les flics et les gendarmes iront les chercher chez eux. Hein. Et s'ils ne sont pas chez eux, les flics et les gendarmes vont les espionner, vont traquer, espionner leur téléphone, vont traquer, espionner leur ordinateur pour les piéger et les choper. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Ces gens-là seront trahis de toute façon, soit par leur portable, soit par leur ordinateur. Parce qu'il y a des services de l'État qui espionnent tout le monde. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Il y a des camarades partout. Hein. Voilà. Donc, et ces gens-là, s'ils ne veulent pas faire la guerre, il faudra qu'ils se planquent, qu'ils se cachent et surtout qu'ils se montrent à personne. Hein. Parce qu'en cas de guerre, il y a un bourrage de crâne de la part des médias qui fait que ces gens-là risqueraient d'être dénoncés hein, par des voisins, par des relations. Quand la peur, c'est terrible ce que ça fait faire. Le bourrage de crâne et la peur, les gens dénoncent. Moi, je vais te raconter une anecdote récente. Pendant le Covid, mon opticien m'a dit qu'il y a eu une période où les opticiens ne pouvaient plus ouvrir à la clientèle, mais pouvaient délivrer les lunettes commandées à l'extérieur de leur magasin. Mon opticien m'a raconté que pendant le Covid, il n'a pas appliqué cet règlement et il a délivré une paire de lunettes dans le magasin. Et ben, il a été dénoncé par un voisin commerçant de la galerie commerçante où il est là. Il a été dénoncé par un confrère, par un commerçant de la galerie commerçante d'Auchan où il travaille. Il faut voir un peu, les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Tu sais, la Première Guerre mondiale, il y a eu 1,5 million de morts du côté français, des centaines de milliers d'estropiés à vie, des gueules cassées. La France a perdu son rang de grande puissance et ne l'a jamais retrouvé. La Première Guerre mondiale a été déclenchée le 1er août 1914. Dès le 2 août, le président de la République de l'époque, qui s'appelait Raymond Poincaré, il a convoqué à l'Élysée tous les grands patrons de presse. À l'époque, la presse, c'était les journaux. Hein. Il y avait, évidemment, en 1914, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télévision, ça n'existe pas. L'information se transmettait par les journaux. Et tu avais plusieurs journaux qui diffusaient 1 million d'exemplaires par jour. Tu avais 2-3 journaux à l'époque qui se diffusait à plus de 1 million d'exemplaires, parce que l'information à l'époque se transmettait par les journaux. Eh bien, le président de la République, il a convoqué dès le lendemain, le 2 août 1914, tous les patrons de presse pour leur dire de soutenir l'effort de guerre, de ne pas tenir des propos défaitistes. Hein. Et les patrons de presse ont obéi le doigt sous la couture du pantalon. Hein. Il faut voir l'ambiance quand il y a une guerre, je veux dire, c'est terrible. Hein. Et voilà. Alors, pendant des semaines et des mois, les journaux, tu vois ce qui se passe, tu as bien vu ce qui s'est passé avec le Covid et la guerre en Ukraine, le bourrage de crâne. Pendant des mois, les journaux français ont été dithyrambiques sur le conflit, sur l'armée française. C'était quasiment la débandade chez les Allemands, chez les Boches, comme on disait. C'était de la débandade, ils n'y croyaient plus. La guerre serait terminée pour Noël. Évidemment, c'était pas vrai. Les Français ont bien été obligés de se rendre compte de la réalité, toujours la réalité. Quand ils voyaient dans les villages et les villes les cercueils arriver,
l'embourbement de la bataille de la Marne, ils voyaient bien que les forces allemandes ne reculaient pas, ils n'étaient pas du tout retournés chez eux. Alors, et Clémenceau, qui était excellent pour les bons mots, commentant ce bourrage de crâne, a dit, commentant aussi les commentaires de la presse, nous courons de victoire en victoire jusqu'à la défaite. Voilà, c'était le bon mot de Clémenceau. Ouais, c'est pas mal. Sur le bourrage de crâne de la presse. Donc, en cas de mobilisation prochaine, auquel je ne crois pas, il faut voir le bourrage de crâne qu'il va y avoir et on n'aura pas le choix d'aller combattre ou pas. Si on est mobilisé, on est mobilisé. Hein. Quand je lis sur les réseaux sociaux que je n'irai pas faire la guerre, je comprends que les gens ne veulent pas faire la guerre, surtout pour soutenir un régime qui est archi corrompu, le régime ukrainien qui est un des régimes les plus mafieux du monde. C'est référencé dans tous les organismes de lutte contre la corruption dans le monde entier. Mais ça, les grands médias ne le disent pas. Hein. Voilà. Donc je comprends qu'ils ne veulent pas défendre un régime archi-corrompu et archi-mafieux que le régime de Zelensky, mais ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. En plus de partir en guerre contre la Russie qui a battu le grand Napoléon, oui. Qui a battu Hitler aussi. Bah oui, et nous, avec ce qu'on a comme... Notre pauvre armée française, dont tous les grands services d'espionnage du monde disent qu'elle est très bien équipée pour résister à une guerre, à condition qu'elle ne dure plus de 4 ou 5 jours. À condition que ce soit contre la Suisse. Ouais, voilà. Et encore. Ouais, encore. Non, la Russie, tu as raison, c'est la première ou deuxième puissance militaire du monde, la première ou deuxième puissance nucléaire du monde. Napoléon s'y est cassé les dents. Hitler, heureusement pour nous, s'y est cassé les dents. Hein. On oublie tout le temps de dire que la défaite de l'Allemagne, c'est du régime nazi, on le doit à la Russie et aux États-Unis. Sur le front Est à la Russie et sur le front Ouest aux États-Unis. Hein, et qu'il y a eu des millions de morts du côté russe. Hein. C'est vrai qu'au niveau du sang versé, ils ont payé un tribut plus cher. Ouais. Ah ben, le pauvre peuple russe, hein, à travers l'histoire, ils ont la dictature des tsars, c'est pareil. Quand ils critiquaient les tsars, ils se retrouvaient vite en Sibérie. Hein, la police des tsars, c'était terrible. Après, ils ont eu les communistes. Alors là, ça a été les purges incessantes de Staline contre toutes les couches de la population, y compris les gens autour de lui, les militaires, les politiques, les hauts fonctionnaires. Ça n'a pas arrêté la politique de purge, les assassinats. Là, je suis en train de lire un bouquin de Masgalos sur la Deuxième Guerre mondiale. Quand De Gaulle rencontre fin 1944 Staline à Moscou pour signer le traité franco-russe, à un moment donné, Staline se retourne vers le traducteur, parce qu'il y a eu un petit souci au niveau de la traduction, il lui dit « Toi, si ça continue, tu vas finir en Sibérie ». C'était un épouvantable dictateur, hein. Tueur, massacreur, Staline. Voilà, donc, Napoléon s'est cassé les dents sous la Russie, Hitler s'est cassé les dents sous la Russie. Ils ont eu 2 hivers très rudes en plus. C'est Napoléon et Hitler. Hein. Ils combattent dans 2 hivers très rudes. Et donc c'est pas possible. Je ne crois pas du tout à une guerre prochaine contre la Russie. Mais les gens ne s'imaginent pas ce que ça veut dire. Hein. Ce que ça veut dire. Ouais, surtout que maintenant on n'a plus d'armée aussi. Hein? On n'a plus d'armée. Avant, il y avait la conscription, il y avait... Oui, ça a été une erreur, ça. La fin du service militaire, pour moi, ça a été une grave erreur. Parce que, tu sais, on voyait des gens de différents milieux sociaux qui étaient ensemble pendant 1 an. Tu sais, moi, j'ai fait simplement mes 3 jours. Je peux te dire que c'est là que tu te rends compte qu'il y a des gens dans la France profonde, ils n'ont pas d'instruction, pas de culture générale, ils sont... Mon Dieu, c'est vrai. Je ne dirais pas que c'est la France profonde, mais t'as des gens qui sont complètement décalés. Hein, ça permet aussi d'avoir le permis de conduire. Oui, et puis de mélanger les milieux sociaux, les gens. Maintenant, les gens ne se mélangent plus. Hein. Ils vivent dans leur milieu, ils vivent dans leur bulle. Ils ne se mélangent plus, les gens, maintenant. Ça permettait aux gens de se mélanger un peu. Bon, il aurait fallu le réformer, le service militaire, parce que c'était un peu une école de la fainéantise et du vice. Leur faire des missions civiques, des missions civiques, changer un peu le mode opératoire du service militaire. Peut-être le diminuer de quelques mois, mais il fallait maintenir le service militaire. En plus, ça faisait... On servait le drapeau, on servait la France, hein. Ça voulait dire quelque chose, et la patrie, c'est important la patrie. Ouais. Hein. Maintenant, la patrie, je ne sais pas si les jeunes savent encore ce que c'est. Ça permettait d'avoir l'amour du drapeau, l'amour de la patrie, et ça mélangeait les différents milieux sociaux. Mais c'est passé du temps de Chirac-Jospin. Enfin, Chirac, tu sais, j'ai appris une bien bonne sur Chirac. Il y a, comment il s'appelle ? Guillaume Durand, qui est un journaliste mainstream, il habite du côté de l'Étoile, il n'est pas du tout complotiste, hein. C'est un grand bourgeois, il est très malade en ce moment, Guillaume Durand. Il a écrit un bouquin où il raconte qu'il fréquentait Chirac, que Chirac, durant son 2e mandat, était dépressif.
Je savais pas. Je savais qu'il n'était pas capable de gouverner durant son deuxième mandat parce qu'il avait fait un AVC. Mais Ils n'avaient pas Alzheimer sur la fin? oh, il avait une maladie neurologique grave. Hein. Ah. Mais il était incapable de gouverner, Chirac, au long de son deuxième mandat, parce que premièrement, il a fait un AVC, il a perdu ses moyens, et il était, selon Guillaume Durand, qui n'est pas un journaliste complotiste, il était dépressif. Mais Mitterrand, c'est pareil, il n'était pas capable de diriger durant son second mandat. On sait maintenant que certaines journées, il était allongé sur un canapé à l'Élysée avec une couverture sur lui, hein, à cause de son cancer de la prostate qui s'est généralisé. Mitterrand n'était pas capable de gouverner pendant son deuxième mandat. Hein. Et Voilà. il était assez mal portant et il nous avait vendu, tu sais, là, le truc de l'Europe. Là. Ouais. Où il y avait le Séguin qui, parce qu'il était malade, n'avait pas osé défendre la France parce qu'il était malade. Bah oui, parce que en 92, lors du débat pour le traité de Maastricht, c'est vrai que quelques jours avant, Mitterrand exprès a rendu public son cancer. Comme ça, bah, le problème, c'est qu'il devait débattre avec Philippe Séguin, qui était très brillant. Et que Philippe Séguin, évidemment, a été très gêné parce qu'il ne voulait pas le brusquer, apparaître comme quelqu'un qui brusque, qui secoue quelqu'un qui est très malade. Hein. Ouais, mais bon, c'est la France quand même. Ah ouais, mais la politique, Séguin a fait du sentiment. Il a fait du sentiment ce jour-là, mais il ne fallait pas en faire. En politique, tu ne fais pas de sentiment. Hein. Sinon, comme on dit chez moi, tu bouffes la grenouille. Hein. Tu coules l'affaire. Hein. Là, il a fait du sentiment. Lors de ce fameux débat, il est resté très prudent vis-à-vis de Mitterrand, très en retrait, parce qu'il ne voulait pas le brusquer. On venait d'apprendre qu'il avait un cancer, donc voilà. Mais c'est vrai que la France décline depuis Mitterrand. Elle décline sérieusement depuis Mitterrand. Avec Macron, n'en parlons pas. 1000 milliards d'euros de dette en 7 ans, sans obtenir de croissance économique. Ça, c'est incroyable. Je ne sais pas où est passé le pognon. Moi, je ne l'ai pas dans ma poche. Mais voilà. Donc voilà. Et bon, maintenant, c'est tout. Hein. Je ne vais pas répéter tout le temps ce que je te dis tous les samedis, parce que ça ne change pas d'un samedi à l'autre. Mais là, en ce moment, avec toutes les faillites d'entreprises, en France et en Allemagne, parce que l'Allemagne va très mal aussi, toutes les faillites d'entreprises, toute l'industrie, toutes les grandes industries allemandes qui ferment, privées du gaz russe bon marché. Il n'y a pas que ça, mais ça joue beaucoup. Donc c'est quand même très inquiétant. Il n'y a plus le moteur allemand. C'est le moteur allemand qui faisait tourner l'Europe. Il n'est plus là. L'Allemagne est en récession. 8 trimestres de suite sans croissance. L'Allemagne, qui aurait cru ça? Qui aurait cru ça il y a encore 5 ou 10 ans en arrière? Il n'y a pas que l'histoire ça joue beaucoup du gaz russe bon marché que l'Allemagne ne peut plus bénéficier pour son industrie. Il y a le vieillissement de la population, il y a la concurrence industrielle et technologique de la Chine et de l'Inde. Il y a aussi toutes les écolos là, qui ont coulé un petit peu l'Allemagne en privant l'Allemagne du nucléaire et maintenant du thermique. Mais voilà. Donc la France, malheureusement, en ce moment, ça va être dur en 2025 parce que on est la deuxième puissance en Europe. La première puissance, nous, on est très mal, on est en faillite, sans croissance. L'Allemagne est en récession sévère, donc c'est mauvais pour nous, c'est la première puissance de la zone euro. Et deuxième chose qui est mauvaise, c'est l'élection de Trump. Alors, je sais pas, je ne vais pas refaire la conversation avec Bouchard l'autre jour, mais il me dit tu fais des raccourcis. Ben, je suis obligé de faire des raccourcis, les sujets sont tellement complexes, on ne peut pas en 5 minutes en parler. Hein. Voilà. Mais une mauvaise nouvelle, c'est l'élection de Trump, parce que lui, d'abord l'Europe, il s'en fout. Ce qui compte, c'est l'Asie et la Chine. Mais on n'a pas du tout parlé de l'Europe d'ailleurs durant cette campagne électorale américaine. Pas une fois on a parlé de l'Europe. Ça veut quand même dire quelque chose. Mais Trump, lui, il va vouloir certainement nous couler encore plus économiquement. Il n'y a que le business qui l'intéresse. Va-t-il augmenter les droits de douane? Va-t-il serrer la compétition économique Il invite les entreprises industrielles européennes à déménager aux États-Unis. Oui, merci Philippe, parce que le coût de l'énergie est moins élevé. Hein. Et comme disent beaucoup d'économistes, l'industrie c'est de l'énergie transformée. Ben, bien sûr. Donc quand nous on paye, maintenant on paye 3 fois le prix du gaz américain, ce qu'on paye le prix russe, ou 2 fois, et les Russes le vendent 2 ou 3 fois moins cher à nos concurrents indiens et chinois. Donc on se tire une balle dans le pied. Tu achètes ta farine pour faire du pain, et tout d'un coup ton fournisseur il multiplie par 2 le prix de ta farine, et il est divisé par 3 pour tes concurrents. Ben, le pain de tes concurrents va rapidement coûter moins cher que le tien. Et en plus, celui qui te vend la farine 2 fois plus cher, il te dit viens chez moi faire ton pain aux États-Unis, tu auras la farine 2 fois moins chère. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fermes les usines en Europe, tu les installes aux États-Unis. C'est ce qu'il disait, il a raison. Trump va faire ça, en plus il est très pro-business. Oui, bien sûr. Il va leur dire vous voulez quoi? Quelles usines européennes voulez-vous? On va racheter quoi cette fois? Après Alstom, après Essilor, après ils ont piqué Péchiné, Alcatel, tout ça, ça a disparu, le fameux Turuk.
la faiblesse, la faiblesse, ça veut dire sans usine. Avant, on l'a eu Alcatel sans usine et sans Alcatel, quoi, voilà. Ça a été agrégé avec Lucent, l'américain, puis après il n'y a eu plus que Lucent, quoi. Ils ont pris donc le portefeuille de brevets, les principaux ingénieurs, et puis tout le reste, ils ont terminé tout ce qui était en Europe, quoi, voilà. Ouais. On a fermé aussi les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, alors les centrales nucléaires ont été rattachées à ce qu'on appelle la plaque de cuivre européenne, où ça participe à un marché de l'énergie européen en termes d'électricité. Le problème quand il y a un produit qui est vendu sur un marché, plus il est volatile, plus tu vas faire la culbute avec. Plus il est prévisible, moins tu vas pouvoir faire la culbute avec. Donc l'énergie nucléaire étant extrêmement prévisible, puisque c'est une puissance qui produit tout le temps, c'est au contraire l'énergie avec des centrales au gaz, qui fabriquent l'électricité à partir de gaz, qui sont devenues spéculatives. Et voilà, c'est ce qu'ont dit les invités du groupe Total aux sénateurs. Tout le monde regarde ces vidéos. Donc ils ont dit mais qu'est-ce que vous voulez, nous on gagne beaucoup d'argent, les centrales au gaz qui forment l'électricité, donc l'instabilité de l'électricité en Europe, ça nous rapporte beaucoup d'argent. Ça c'est Total qui parle et qui est devenu un des spécialistes mondiaux du gaz. Donc en fait on est dans la main des spéculateurs. Avant on avait un outil français bien intégré avec Gaz de France et EDF. Alors c'est peut-être pas parfait, mais là ce qu'on a c'est largement imparfait. Et surtout qu'on avait tout payé, quoi. Oui, en plus là. Ouais. Alors ça j'ai remarqué le capitalisme depuis les années 2000, là, après la chute de l'URSS. Ils ont donc privatisé toutes les infrastructures qu'on avait payées, comme tu viens de dire. Par exemple, France Télécom, tous les réseaux étaient amortis quand ils sont passés tout d'un coup à la DSL, où tu avais, je vous rappelle au départ, on avait besoin que des câbles qui existaient déjà, on mettait le modem. Et tout d'un coup, ils se sont mis à tout privatiser. Free est arrivé de nulle part. Voilà. Alors que France Télécom aurait dû dire mais non, nous on a tous les réseaux, on va vous faire ça, voilà. Et ça va rentrer dans les caisses de l'État, parce que comme tu as dit, on avait amorti l'investissement, comme les autoroutes. Moi je rappelle, quand j'étais petit, mon père disait déjà, quand ils ont construit les autoroutes, ils nous avaient dit après elles seront gratuites comme en Allemagne et comme au Royaume-Uni. Moi j'ai vécu 4 ans au Royaume-Uni, j'ai payé 0 passage autoroutier. Et quand je vais en Allemagne, c'est 0. Les autoroutes sont gratuites, c'est une infrastructure. D'ailleurs, c'est normal, l'infrastructure, c'est fait pour faciliter l'économie. Ça ne devrait pas être mis en compétition. Ces histoires de faire la compétition sur le fret SNCF, ça ne tient pas debout. Tu ne fais pas la compétition sur des rails, tu n'as qu'un seul passage. Il faut au contraire optimiser ce passage-là. Là, vous avez vu, ils sont en train donc ils ont carrément fermé le fameux train qui partait de Perpignan et qui ramenait tous les jours des fruits et légumes à Paris, au marché de Rungis. Mais là, ça y est, c'est genre 180 camions par jour, ou je sais pas combien. Les trains, qu'est-ce que je dis 180 camions? C'est des milliers de camions par jour qui vont faire Perpignan-Paris, voilà. Mais alors, évidemment, les petits entrepreneurs qui ont ces camions, eux, ils sont contents. Mais la SNCF a encore perdu un morceau. Vous savez pourquoi? Quel est le plus gros propriétaire foncier en France qui a les meilleurs terrains dans les villes? Ben, c'est la SNCF, figurez-vous. Donc ils sont en train de la rendre complètement surendettée. Les gens ils diront bon, on n'en peut plus, on va vendre les bijoux de la mariée. Et voilà. Rappelez-vous, il y avait le siège de la SNCF qui était à côté de Saint-Lazare. Et maintenant ça a été vendu. Donc la SNCF, ils ont des places en or dans toutes les grandes villes. Ils sont en train de virer tous ces trucs-là. Vous n'avez plus besoin de tel locomotive. Comme la Poste aussi, les bureaux de poste qui ont été fermés. Il y a eu un scandale aux États-Unis il y a 50 ou 70 ans où ils se sont aperçus qu'un consortium de Exxon, Goodyear, les pneumatiques, et Ford, je crois, avaient racheté tous les tramways électriques américains, ils les avaient fait railler. Voilà. Ils avaient remplacé par les autobus qui fonctionnaient au gasoil avec des pneus Goodyear et voilà. Donc c'est ça la soi-disant concurrence du capitalisme. Non. C'est l'un des plus forts et il est prêt à imposer sa solution au détriment de l'ensemble de la population. Et c'est là que les politiques devraient intervenir, mais comme ils sont rachetés par les milliardaires, ben voilà, ils changeront jamais le monde, parce qu'eux, ils ont des yachts, ils ont des putes de luxe sur leur yacht, ils vont jamais dire le matin, tiens, je vais faire un monde meilleur. Leur épouse va leur dire, mais on a déjà le monde meilleur, qu'est-ce que tu veux changer? Laisse les gilets jaunes hurler. Nous, on n'a rien, nous. On n'a rien, nous, tous leurs trucs. Ouais. Allez, pardon. J'ai cru à Marseille pendant un instant, merde. Donc l'élection de Trump,
c'est pas bon signe pour la France et l'Europe. Même si on peut trouver des qualités à Trump, il va pas nous emmerder avec le wokisme, lui, hein. Mais on peut trouver des qualités à Trump, mais malheureusement, son élection, c'est pas bon pour la France et pour l'Europe, hein. Il va pas nous faire de cadeaux au niveau commerce, hein. Il annonce la couleur America First. America First, ouais. Et moi j'aimerais que Macron dise France First et qu'on dise putain on a un président qui se bat pour nous. Ce serait mieux qu'il dise J'aimerais la me France plaindre en de premier, en Macron plus. comme on se plaint de Trump hein. Et de Poutine. Hein. Moi j'ai vécu en Russie, Poutine il a transformé le pays pour le meilleur, hein. Pas pour le pire. Il n'y a que nous qui croyons que les Russes vivent malheureux, etc. Ben, ils vivent très, très heureux. Hein. Faut pas, nous, on est heureux nous les Français là. C'est une blague. C'est une blague quoi. Là quand on va additionner les usines qui vont fermer là. Ouais. Michelin, Auchan, etc., les usines et puis la distribution, mais puis à chaque fois, un emploi industriel, c'est 3 emplois de service derrière, hein, alors qu'un emploi de service, c'est un emploi de service qui disparaît, point barre. Et comme il disait un économiste tout à l'heure, il disait oui, alors la France, on semblerait qu'il y ait une stagnation du chômage. Il dit ouais, mais sauf qu'on perd des emplois d'ingénieurs dans l'aéronautique, dans le nucléaire, des soudeurs qualifiés, c'est remplacé par des livreurs de pizza. Oui, en termes de chômage, le pourcentage, il reste constant. Mais en fait, on est en train de s'appauvrir. Ouais, des qualifications. On n'aura pas plus des livreurs Uber. J'ai des amis qui sont livreurs Uber, en aucun cas, je ne les critique. Mais ce que je veux dire, pour la France, mais quand on n'aura plus des livreurs Uber, on vendra quoi? Mais qu'est-ce qu'on aura à vendre la France? Ça sera un livreur Uber qui vendra un autre livreur Uber, quoi. Oui, mais sauf que, en France, il y a partout à tout le monde, il n'y a pas de cuivre, il n'y a pas de cacao, il n'y a pas de banane, il n'y a plus rien. En plus, le savoir-faire qu'on avait, c'est-à-dire un savoir-faire industriel, et ben on l'a vendu comme des cons derrière les uns derrière les autres. Et Macron en plus et le maire ils nous disent on n'a rien industrialisé la France. Allez-y les mecs, faites-moi la liste, allez-y là. La mère des réformes selon Macron, on ne la voit pas arriver la mère des réformes. Je vous rappelle que la méga factory qui a été construite avec un méga pognon de notre poche dans le nord de la France avec Total, Stellantis et Mercedes, elle a un taux de rejet des batteries fabriquées de 50%. Mais t'imagines, tu tiens une pizzeria et la moitié de tes pizzas tu les jettes à la poubelle. Ça veut dire que la farine tu l'as cuisinée pour rien, ton ouvrier tu l'as payé pour rien, ton four il a tourné pour rien et le camion poubelle il va avoir 2 fois plus de déchets à sortir. Mais c'est quoi cette histoire de méga factory avec un taux de déchets de 50%? C'est un grave échec. Mais comment voulez-vous que ça soit rentable? Avec l'argent public comme d'habitude, hein. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, ils sont tous allés inaugurer là, il y a Bruno Le Maire, le PDG de Total, qui bien entendu je ne porte pas à mon cœur, Patrick Pouyanné, vous avez l'ineffable Agnès Pannier-Runacher, vous avez donc le PDG Stellantis, Carlos Tavares, lui qui a dit mais moi je paye 26 millions d'euros mais je suis domicilié au Portugal donc venez me chercher là-bas. Mais et puis vous avez le PDG de Mercedes et puis alors il y a une grande délégation de ministres autour de Bruno Le Maire et puis il y en a un qui fait ça, tu vois. Sur les photos, il fait ça, au cas où ça. Alors ça, c'est pas le losange de Renault, hein. C'est pas une ça, cœur, c'est pas le losange de Renault, hein. Ça, c'est un signe maçonnique, n'est-ce pas? Voilà. Comme ça, voilà. Et donc là, ils sont en train de maintenant, donc, vous voyez qu'ils ont saccagé la région de Dunkerque en faisant ces faux projets qui donnent des faux espoirs à ces pauvres gens qui sont dans la pauvreté, hein. Parce que malheureusement, le bassin, l'île, il est sinistré parce que anciennement, c'était la sidérurgie, etc., qui a disparu. Mais là, ils vont faire pareil sur le Havre. Ça y est, il y a une appel d'offres qui est sortie en octobre ou en novembre, là. Et donc, il va y avoir une nouvelle méga factory qui va fabriquer, soi-disant, du lithium métal à partir du minerai de lithium. Une autre usine qui va faire de l'hydrogène, qui va faire un électrocarburant à partir de l'hydrogène et importé. C'est pour ça que je suis tombé sur le truc. Et la 3e usine, c'est sur le solaire, je crois. Mais de nouveau, ils vont y aller, ils vont tous se serrer la main. Bien entendu, Édouard Philippe va y aller en tant que maire du Havre, en se disant je vais être président derrière, mais derrière, dans 5 ans, on y retournera et évidemment il y aura 3 catastrophes. Et ils diront mais l'argent public il est passé, qu'on est disparu. Non mais sauf qu'on va arriver au bout de l'argent public. Là je vous rappelle qu'il y a 3 jours on s'est endetté sur les marchés à un taux qui était plus mauvais que celui de la Grèce et du Portugal. Alors je n'ai rien contre la Grèce et le Portugal, mais moi j'ai grandi dans ce pays, on m'a expliqué qu'on était nettement supérieur. Alors je vais retrouver les énarques, les politiciens, je leur dire mais qu'est-ce que vous nous racontiez quand on était au-dessus de ces pays-là? D'accord? Donc vous n'avez rien prouvé, vous avez que dégradé la France, donc cassez-vous, hein, comme a dit Einstein. La définition de la folie, c'est de refaire
la même chose, dans les mêmes conditions, en espérant un résultat différent. Si on continue de mettre des polytechniciens, des énarques, des corps des mines, et tous ces gens-là sont aussi dans la franc-maçonnerie, eh bien, ils vont recommencer les mêmes conneries. C'est Cazeneuve, Xavier Bertrand. Il ne faut pas que des hauts fonctionnaires se mettent à diriger des industries. Enfin, c'est pas possible. Ils sont incapables de faire ça. Voilà. En plus, il y a un biais, oui, parce qu'en fait, ils ont le système des portes coulissantes, là, tournantes. C'est-à-dire que si jamais ils ratent, ils sont détachés du corps des mines à Total. S'ils ratent son poste à Total, il est réintégré dans le corps des mines, donc avec un salaire de fonctionnaire payé par nos impôts. Et en plus, il ne veut pas avoir une baisse de salaire, donc il va maintenir. C'est la course à l'échalote. Des gens, c'est pas du tout comme Elon Musk ou Trump qui prennent quand même leurs risques. Eux, ces gens-là, ils ne prennent aucun risque. Ils sont dans le Quand ils brouillard. vont dans le privé, ils savent qu'ils peuvent retrouver leur même poste dans le public. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Résultat, ben, ils ont foutu la merde. Hein. Puisque moi, si tu me disais, tiens, t'as un chèque de millions, qu'est-ce que tu veux, ben, je vais faire n'importe quoi. Pour me faire voir sur les télévisions, je vais raconter n'importe quoi, je vais faire n'importe quoi. Et quand il y aura les pots cassés à payer, ben, je pantouflerai, je retournerai dans mon corps d'attache, quoi. Du corps qui m'a détaché. Pareil pour certains juges, attention, il n'y a pas que... Et donc, alors, ce qui ne va pas aussi, c'est que l'Assemblée nationale, apparemment, il y a 50% ou 40% de fonctionnaires. Or, ça ne représente pas la population type. Donc, évidemment, quand tu as 50% de fonctionnaires à l'Assemblée nationale française, ben, les députés vont plutôt avoir tendance à alourdir les retraites, tous les trucs qui ne les concernent pas eux. Ouais. C'est biaisé. Et ils votent leur propre salaire. Voilà. Ou leur revenu, quoi. Donc eux, ils nous disent, on va maintenant compter sur les 25 meilleures années, après ce sera sur les 35 meilleures années, mais eux, les fonctionnaires, ils ont toujours leur dernier salaire de sortie pour revenu de toute leur retraite. S'ils vivent 50 ans, moi, ma grand-mère est morte à 106 ans, elle a récupéré mon grand-père, donc Jean Combaz, il était fonctionnaire de police à la préfecture de police de Paris, et bien ma grand-mère, elle a touché le salaire plein, la retraite pleine de mon grand-père pendant du genre 60 ans, 106 ans, 50 ans quoi, 50 ou 60 ans, elle a touché son salaire, elle a touché le dernier revenu de mon grand-père pendant plus longtemps que ce mon grand-père a été fonctionnaire quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on a construit un système qui est sur une situation qui maintenant a complètement changé. Les mathématiciens pour moi. Ouais. Quand tu résous une équation mais qu'entre temps les paramètres ont changé, tu peux plus considérer que la solution que tu avais trouvée à l'époque c'était la bonne. Sauf que comme elle est favorable, elle est de plus en plus favorable aux fonctionnaires et qui tiennent tous les comme je disais tout à l'heure, ils tiennent tous les organes du pouvoir, mais ils ne vont pas changer un truc qui est leur avantage. Il paraît qu'il y a un exemple qui est très c'est l'agriculture. Ah oui, j'allais dire. Sur 50 ans, il y a moitié moins ou 10 fois moins d'agriculteurs. Il y a 10 fois moins d'agriculteurs sur 50 ans et il y a 2 fois plus de fonctionnaires chargés de les contrôler. C'est le bon mot qui court dans Paris en ce moment. Bientôt, il y aura plus de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture que de paysans en France. C'est ça. Donc le mec, quand il se lève à 6h du matin, il va traire ses vaches, etc. Ils ne peuvent pas attendre. C'est un animal, il ne peut pas attendre. Et donc en plus, il a ça de remplir en prestation. Et en plus, il y a des visites de fonctionnaires constamment disant vous n'avez pas taillé la haie à la bonne hauteur, vous n'avez pas sauvegardé tel truc. Il y a un suicide par jour ou deux de paysans. Je parle des flics, c'est un par jour, ou les paysans un par jour. Enfin, voilà. Les SDF, Les fonctionnaires, il en faut, mais pas trop. C'est ça ma religion sur les fonctionnaires. Il en faut, il y a des missions de service public, Voilà. mais il n'en faut pas trop. Parce qu'après, ça sclérose tout le système. Ah oui, parce qu'après, il y a la moitié qui pondent des normes et l'autre qui vont les appliquer. Oui. Moi, je vois, je suis au chômage longue durée, donc je coûte 500, ça a été révalorisé, je leur coûte 580 €, mais je suis constamment contrôlé par des fonctionnaires du Pôle emploi. Je leur dis, mais attendez, quand même, d'abord, premièrement, vous croyez qu'un ingénieur des mines va rester, essayer de bétonner une situation à 580 €. Bien sûr que je suis en train d'essayer de sortir le chômage, mais c'est pas en me contrôlant tout le temps que vous allez m'aider, ils gagnent pas d'ailleurs. Et mais j'ai des postes, j'ai des offres de postes pour être horticulteur, enfin, je vous dis pas, les ordinateurs ils sont pas très bien programmés. Et eux-mêmes, donc en fait, il y a plein de fonctionnaires au Pôle emploi, bah, du coup ils contrôlent, ils coffrent sous contrôle, C'est l'histoire en fait. ils payent non seulement, mais on s'en tirerait mieux à les payer et qu'ils fassent rien. Alors que là, ils font, donc du coup, ils rajoutent l'entropie.
la prime Rénov', il paraît que l'application, les modalités ont changé 3 fois depuis le début de l'année. Et tu ne crois pas qu'il y a d'autres priorités en France que de modifier 3 fois la prime Rénov' par an? Enfin bon, Ça veut dire qu'il y a des fonctionnaires. il y a des fonctionnaires qui n'ont rien à foutre de leur journée, qui font des normes, des réglementations, qui emmerdent tout le monde. Alors, c'est désespérant, mais il y a peut-être une petite lueur d'espoir. Il y a plusieurs dirigeants européens qui ont rendu des rapports et qui ont tenu des propos très pessimistes sur l'avenir de l'Europe. Il y a Christine Lagarde, il y a l'Italien qui dirigeait la Banque Centrale Européenne, je sais pas le nom, mais c'est l'autre. Ah, ça va me revenir. Il a pondu un rapport très alarmant sur l'avenir de l'Europe et de la zone euro. Donc Christine Lagarde, la présidente de la BCE, il y a quelques jours, a tenu des propos aussi très alarmants sur l'avenir de la zone euro. Il y a aussi un haut commissaire européen, un Italien, qui a des propos très pessimistes. On sent, ça commence à sentir mauvais la zone euro. Hein. C'est italique, hein. C'est un peu l'Italie avec l'Allemagne qui est en l'Allemagne qui craque. L'Allemagne, L'Allemagne, ouais, voilà. C'était la locomotive de l'Europe. Et voilà, ils sont en train de. 8 trimestres sans croissance l'Allemagne. 8 trimestres de suite. T'as vu, là, ils ont mis bout à bout les plans de licenciement de Volkswagen, de Bosch, tous les gros Allemands. Attention, c'est des emplois industriels. Ah ouais. Un emploi perdu, c'est 3 emplois de service qui partent en C'est même temps. catastrophique l'Allemagne, à tel point que la crise économique a abouti sur une crise politique. La coalition a explosé. Il saute. Alors, il y a des élections législatives anticipées en Allemagne. Voilà. Normalement, c'était prévu pour le mois de septembre. Ils ont avancé ça au mois de février, pour te dire que la crise est grave. Hein. Ils ne pouvaient pas attendre le mois de septembre 2025 avant de voter. Il y a une crise politique très grave. Mais attention, si c'est la droite conservatrice qui l'emporte, attention, ils n'ont pas le chantier de la France. Hein. Avec les déficits français, ils n'en peuvent plus. Hein. Donc, Ouais, ils appellent ça les PIX. ouais. Portugal, Italie, Grèce et le Est, je sais plus ce que c'est, mais maintenant la France est dedans. Elle est dedans, nous. Allez, on avait les pics, ça y est là. De toute façon, le taux sur lequel on emprunte sur les marchés, la dette française, on est avec les autres pics. On est avec la Grèce, même toute la Grèce. Voilà, les Allemands, Alors, en plus ceux-là, ils vont déguster. Hein. Ouais. Alors, si c'est la droite conservatrice qui l'emporte, comme annoncé par les sondages, je pense que le ton va changer envers la France et ils vont pas être gentils avec nous. Hein. C'est normal, hein. Si t'as un membre de ta famille qui commence à déconner avec ton argent, tu vas quand même aller le voir en disant mais arrête de m'ouvrir des bouches inutiles. Voilà. Ouais. Donc voilà. Ouais, tant pis, hein, mais il n'y a pas de bonnes nouvelles à annoncer pour le moment. Ouais, merci. Merci.